valorisation des produits forestiers non ligneux, le reboisement. L'autre pan concerne l'aménagement et la valorisation économique des espaces naturels remarquables en termes d'écotourisme, de valorisation des parcs, aires marines protégées, des forêts classées, mangroves, etc. La gestion des pollutions, nuisances et lutte contre les changements climatiques pour lesquels le traitement des déchets dangereux, la protection des sites touristiques, le suivi, le contrôle, la gestion des risques environnementaux et l'économie circulaire constituent des opportunités à valoriser dans le cadre de la collaboration. Et en dernier point, c'est la gestion du cadre de vie, avec le traitement et la valorisation des déchets, la gestion des fourrières, la gestion des parcs et places publiques aménagés qui constituent également des opportunités. Cela va nous amener donc, après avoir campé la problématique environnementale, les défis, les principaux défis à adresser, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour que le ministère de l'Environnement puisse constituer un moyen d'accompagner une transition écologique dans la transformation des territoires et un développement ainsi qu'un développement inclusif. Nous pourrons donc, en ce cas, laisser la place au panélistes pour que chacun, en ce qui concerne, puisse décliner les axes majeurs dans lesquels son secteur s'active et qui pourrait constituer en tout cas une porte d'entrée pour que le ministère de l'Environnement soit mieux ancré dans. L'aménagement forestier, c'est vraiment le cœur ou bien ce qui rassemble toutes les actions que nous menons en termes de développement territorial, mais aussi en termes d'inclusion. Quand on prend l'aménagement déjà, comment il est conçu à travers l'organisation des actes de la population. Parce que tout aménagement commence par ça. C'est l'organisation des populations. Et cette organisation des populations dans le but de faire en sorte que ce que nous faisons émane déjà de l'aspiration de ces populations-là. Donc, parce que c'est quoi l'aménagement à la fin des fins? C'est de faire une planification qui découle le diagnostic. Le diagnostic déjà du milieu biophysique, mais aussi le diagnostic des aspirations des populations. Donc à travers tout ce qui est agriculture socio-économique, à travers de quoi les populations ont besoin. Qu'est-ce que les populations ont besoin de faire de leurs ressources. Maintenant, on essaie d'aligner ces aspirations par rapport aux potentialités de l'île. Donc ça nous revient sur un peu le thème de la territorialisation. C'est toujours baser nos actions sur les potentialités du milieu. Donc, c'est pourquoi, à travers un diagnostic biophysique très fouillé, où on fait une étude approfondie de tout ce qui existe, mais aussi de tout ce qui pourrait exister, on demande aux populations maintenant qu'est-ce qu'ils voudraient faire de ces ressources-là. Et c'est en alignant ce besoin exprimé par les populations et les potentialités sur les ressources qu'on découle sur une planification. La planification est faite sur le très long terme, parce que le plan d'aménagement est généralement pensé sur 24 ans. Donc, c'est une planification sur le très long terme qui essaie d'aligner ces deux aspects-là. Besoin exprimés et potentialité donc, des territoires, des milieux. Donc, ainsi, les populations sont organisées déjà au niveau village. Il y a ce qu'on appelle les comités intervillages. Les comités villageois dans la gestion des forêts. Chaque forêt aménagée aujourd'hui, parmi les 100 forêts que nous avons au Sénégal, est structurée. Les populations locales sont structurées en comités villageois de gestion des forêts. Et les forêts qui participent ensemble pour la gestion de ces massifs sont réunies dans ce que nous appelons les comités intervillageois de gestion des forêts. Donc, cette organisation sociale permet d'exploiter la forêt, mais de façon transparente. De façon transparente, mais aussi en concordance, toujours avec la vision que les populations ont de ce que devrait être l'exploitation de nos propres ressources.
Donc ça, je pense que c'est ce qui est fondamental, nous, dans notre action, de toujours mettre la population en avant. Nous évoluons et nous arrivons maintenant par l'aspect technique. Parce qu'il se pourrait que les populations nous disent que vous voulez faire ça, mais que cela ne soit pas possible du point de vue technologique, et que cela ne soit pas durable. Et c'est dans ce sens seulement que nous aidons pour faire en sorte que les activités qui sont voulues et qu'on doit mettre en œuvre dans les milieux soient des activités qui sont durables, mais aussi des activités qui respectent la planification stratégique, qui respectent ce qui est l'orientation définie au niveau politique, ou bien que ce soit les directives qui sont données par le ministère en tant que... Ok, alors, on va régler ça. Donc, Madame Seck, merci de nous rendre disponible. J'ai une question qui va parler d'inclusion. Et la voici. En quoi les initiatives comme les éco-villages, les pépinières communautaires ou les fermes agricoles communautaires renforcent-elles l'inclusion socio-économique des femmes et des jeunes dans les territoires concernés? Pour revenir par rapport au thème qui nous réunit aujourd'hui, qui concerne la transformation territoriale et le développement inclusif, cette transformation territoriale ne peut se faire sans les communautés. Pour moi, elle doit se faire avec et pour les communautés, donc l'importance de l'inclusion aussi bien des jeunes et des femmes dans les différents projets et programmes qui sont mis en œuvre avec la ZERGEN et les autres des membres du ministère. Et cette transformation territoriale devra reposer sur les potentialités locales, mais également l'identification des besoins, parce qu'on dit tout ce qui se fait contre, tout ce qui se fait sans moi, se fait contre moi. Donc, pour revenir par rapport à l'inclusion, pour ce qui concerne les projets au niveau de la ZERGEN, surtout la mise en place de pépinières, ça permet d'impliquer les jeunes. Pour une première partie. La deuxième partie, c'est également une sensibilisation. Une sensibilisation pour un éveil aussi citoyen. Parce que toutes les activités que nous développons concernent à renforcer la préservation de l'environnement, mais également la restauration des écosystèmes. Et s'il n'y a pas d'éveil éco-citoyen, cette préservation-là ne pourra pas se faire sur le long terme. Il y a également un autre aspect très important pour l'inclusion, c'est la formation technique. La formation qui est fondamentale. Les jeunes qui sont formés sont l'avenir de demain. Il y a également le renforcement des capacités des femmes et des jeunes qui se trouvent au niveau de ces communautés qui permettent d'inscrire nos activités dans la durabilité également. Mais aussi de création d'emplois verts, surtout avec les pépinières qui constituent un moyen de générer des ressources par la vente des plantes. En ce qui concerne également les potentialités territoriales, il y a des produits forestiers non ligneux qui permettent de diversifier les activités génératrices de revenus, en plus des activités de maraîchage, d'arboriculture également qui sont développées dans ces territoires avec ces communautés. Mais il y a également l'autonomisation financière. Une autonomisation passe d'abord par la formation, la maîtrise des activités, mais également le fait de générer ces ressources-là pour les jeunes et les femmes nous permet d'avoir une autonomie financière qui peut contribuer à la réduction de l'exode rural, qui est un phénomène que l'on vit tous, voyez partout sur les artères de Dakar, des jeunes qui s'activent aux marchands, qui sont des marchands ambulants, et ce sont des jeunes qui sont issus de ces territoires-là, qui ne peuvent pas développer l'agriculture du fait du changement climatique sur l'écosystème, qui a contribué à la dégradation de l'écosystème. Donc, pour pouvoir avoir de l'argent qui se transforme en marchands ambulants, alors qu'on pouvait les valoriser en les rassemblant au niveau de leur territoire, de faire de telle sorte qu'ils puissent vivre des ressources locales qui sont générées au niveau de leur localité. Bon, je vais prendre l'exemple qui est le plus proche, qui est ici à Dakar, que vous pouvez même aller visiter. Il s'agit d'un taux que nous avons mis en place au niveau de l'hôpital de la Boutiante,
où des jeunes du programme Préudaoui ont été formés sur place lors de la mise en place du Tolukor. Le Tolukor est un modèle économique de gestion intégrée qui allie tout ce qui est activité agricole avec le maraîchage, l'agriculture, mais également l'élevage. Et donc, il permet une diversification de ces ressources-là. Et donc, aujourd'hui, ces jeunes-là ont été formés par le GMP, ils sont arrivés à se constituer en chimie et à avoir une certaine autonomie financière. Donc, de par l'accompagnement de l'agence, ils sont arrivés à valoriser leurs connaissances, mais également à valoriser leur savoir-faire pour avoir une certaine autonomie. La dernière question est, j'ai tenté de dire naturellement, adressée à M. le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Voici, M. le ministre, comment renforcer la synergie entre les différentes directions du ministère afin de faire de la transition écologique un véritable projet territorial intégré, lisible pour les citoyens et porteur de développement inclusif dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Merci. Et si je devais synthétiser tout cela, je dirais que nos compétences sont réparties en 3 familles principalement. La grande famille de la biodiversité, il y a la faune, la flore, les eaux et forêts, les parcs, les réserves, les aires marines protégées, etc. Il y a la grande famille du climat, surtout dans sa dimension internationale, avec toutes les négociations que nous sommes en train de faire. Et il y a cette 3e famille qui vient d'arriver au ministère avec le cadre dédié des déchets. Donc cela procède d'une réflexion à l'interne qui avait été faite, soumise aux autorités, validée par le Premier ministre et le Président de la République, ce qui nous donne aujourd'hui un ministère très grand, avec une très grande envergure et une linéarité des actions qui s'inscrit dans le cadre de la vision du Sénégal 2050. Mais cela n'empêche pas que nous avons des compétences résiduelles un peu partout. Nous avons une compétence globale autour de ces 3 familles dont je viens de parler. Il y a un seul ministère au Sénégal qui ne fait pas de l'environnement et de l'écologie. Le ministère de l'énergie fait de l'environnement. Le ministère de l'agriculture fait de l'environnement. Et j'ai l'habitude de les taquiner en leur disant que j'ai au moins 5% de vos activités qui concernent l'environnement. Donc la bonne compréhension du cadre institutionnel, ce serait de très bien faire ce qui nous est dévolu en termes de compétences par le décret de répartition des compétences au niveau de l'État, mais de travailler aussi en synergie, ce que certains appellent le pan-ministérialisme, qui nous permettrait d'avoir des atomes crochus et des passerelles avec tous les ministères. Ce n'est pas évident parce que chaque ministère a plutôt tendance à se recroqueviller sur ses compétences propres, à ne pas trop s'ouvrir, mais nous avons mis en place un système de dialogue qui devrait nous permettre d'amener l'environnement et l'écologie partout au Sénégal et dans tous les différents segments ministériels. Ça, c'est le premier élément de la réponse. Le deuxième élément est lié à la transition écologique. Nous sommes le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Ce dernier concept est très profond dans le contexte du Sénégal qui commence à exploiter le pétrole et le gaz. Et pour ceux qui étaient avec nous à Belém au Brésil pour la COP30, une très grande partie des discussions et des contentieux aussi dans les négociations s'est concentrée autour de cette transition écologique. Cela fait partie des notions, on va dire, ambivalentes, et chacun y met le contenu qui lui convient par rapport à la vision de son État et par rapport à son niveau de développement. Parce que quand on dit transition écologique, la compréhension la plus simple qu'on en a au niveau international, à travers la compréhension des pays en développement qui ont impulsé le concept, c'est qu'on pense des fossiles vers le renouvelable. C'est très clair, c'est très bien dit. On a utilisé les fossiles pendant un certain temps, le charbon, le pétrole et le gaz. L'humanité est en train, il faut épouser un nouveau paradigme qui nous mène des fossiles vers le renouvelable. Naturellement, le Sénégal est un adepte du renouvelable. Nous y travaillons, mais le Sénégal est aussi un pays qui vient de découvrir le pétrole et le gaz
Et comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale l'autre jour, qui n'a aucune, mais vraiment aucune intention d'y renoncer. Je pense que cela doit être clair partout où le Sénégal doit prendre la parole. Oui, on a des difficultés environnementales et écologiques avec les fossiles, mais oui, nous allons les exploiter du mieux que nous pouvons pour réduire la pauvreté et donner un certain bien-être, un cadre de vie propice à nos populations. C'est le minimum que nous devons à nos populations. Maintenant, dans cette exploitation du pétrole et du gaz, nous aménageons une transition douce, une transition différenciée qui tient compte de notre propre modèle économique et qui nous donne le temps de nous en sortir pour être dans le tout renouvelable. C'est un discours courageux, c'est un discours clairvoyant, c'est le discours du président de la République et du Premier ministre, et c'est ça la position que le Sénégal défend partout dans le monde. Donc notre transition écologique est une transition autocentrée, différenciée, conçue à travers nos intérêts propres, pas à travers les intérêts des pays qui ont un niveau de développement plus important. Le troisième point, et peut-être que je vais en terminer par là, c'est l'importance de la territorialité, l'importance des communautés dans ce que nous sommes en train de faire. La politique est au service des citoyens. La politique est au service des communautés. Un gouvernement qui élabore des politiques publiques sans tenir compte des intérêts intrinsèques de ces communautés de base est un gouvernement qui va échouer dans tous les cas. C'est pour cela que j'ai bien aimé la façon dont vous avez abordé ce litige permanent entre l'exploitation et la conservation. Oui, il nous faut exploiter nos recherches parce qu'il faut bien vivre, il faut que les générations actuelles vivent du mieux qu'elles peuvent, mais il faudrait aussi penser aux générations futures. L'exploitation met le focus sur les générations actuelles, la conservation met le focus sur les générations à venir. Il faudra trouver la transition, sans pour autant négliger l'exploitation, mais ne pas négliger aussi la conservation. Et pour pouvoir le faire, il va falloir expliquer aux communautés de base, aux citoyens, pour qu'ils comprennent. Moi, j'ai toujours du mal à expliquer aux pêcheurs lébous de Yara ou de Saint-Louis ou d'ailleurs que pour pouvoir faire vivre votre enfant dans 20 ans, il va falloir que vous n'ayez pas aujourd'hui à la pêche ou que si vous allez à la pêche aujourd'hui, il va falloir limiter les besoins. Pour celui qui doit aller à la pêche le matin, revenir de la pêche vers 10h ou 11h, donner la dépense quotidienne sur la base des produits de pêche du jour, il est extrêmement difficile de lui expliquer qu'il ne faut pas toucher à tel ou tel autre poisson parce que votre enfant qui va naître dans 10 ans n'aura pas de quoi vivre. Son souci, c'est de vivre lui, aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Et tant qu'on n'a pas réglé son problème, il est difficile de le projeter vers l'avenir. Et je pense que c'est toutes ces questions de transition écologique, de préservation du climat, des problématiques environnementales de façon générale, c'est ce conflit de générations qui se pose entre l'exploitation et la conservation. Et nous avons reçu des instructions claires des hautes autorités pour inclure les communautés dans tout ce que nous faisons. D'ailleurs, je ne trahis pas un secret avec le DAGE pour dire que nous sommes en phase de finalisation d'un recrutement au niveau du ministère de l'Environnement de ce que j'appelle un médiateur communautaire. Parce que tous les jours, même quand on m'a nommé ministre de l'Environnement, avant même que je prenne fonction, mon téléphone a commencé à exploser. Il y a des conflits partout. Sur la mer, sur le littoral, sur les études d'impact environnemental. Partout, il y a des conflits. Et puisque moi, mon numéro est connu du monde entier, je reçois toutes les plaintes tous les jours. C'est de là que m'est venue l'idée qu'il nous faut quelqu'un au-delà des techniciens du ministère qui font un excellent travail, quelqu'un dont le travail est de faire la cartographie de tous ces conflits et d'essayer d'être en médiation entre les entreprises et les populations qui sont confrontées à un certain nombre de problèmes. Donc, pour résumer, je voudrais vous rassurer et vous dire que vous avez un gouvernement particulièrement conscient des enjeux,
un gouvernement qui ne fait pas de l'environnement une simple option. C'est un modèle de vie. Nous en avons compris les enjeux. Les réformes institutionnelles opérées par le président de la République récemment l'ont montré. Et c'est à nous maintenant, au niveau du ministère, le ministre et ses équipes, d'aller à l'assaut de ces défis pour montrer au président de la République et au Premier ministre que nous sommes à la hauteur. Il me reste à vous remercier, à remercier le modérateur, le professeur Céline Momassa, le colonel Ndiaye qui est à la retraite sans être à la retraite. Merci pour votre contribution. Le colonel Sarr pour les excellents développements que vous venez de faire. Docteur Bakou, merci beaucoup d'avoir insisté sur toutes ces questions naturellement de territorialité. Le commandant Ndiaye pour les développements que vous avez fait. C'est ça le Sénégal, c'est ça le ministère de l'Environnement, c'est ça la politique que nous voulons mettre en œuvre. Et merci d'avoir accepté de venir participer à cette journée de Le dernier mot, c'est aux élèves qui sont devant moi. Moi, j'appartiens à une génération périmée qui n'a pas compris grand-chose des défis environnementaux. Cette nouvelle génération est notre cible. Et je remercie l'école et les autorités de l'école qui ont bien voulu être ici. C'est en vous que nous allons semer et c'est à vous d'assurer demain la sauvegarde environnementale du Sénégal.